Bonsoir. En août 2011, j'ai voyagé pour la première fois en Afrique. Alors, ce n'était pas la première fois que je voyageais, j'ai beaucoup voyagé dans le monde, en Amérique latine, en Asie. C'est la première fois que je me rendais en Afrique. Et j'avais, je pense, comme beaucoup de gens qui voyagent en Afrique, un certain nombre de préjugés et de clichés. Allait-il être possible de trouver facilement un accès Internet ailleurs que dans le lobby des grands hôtels ? Allais-je souffrir beaucoup des coupures d'électricité ? Mais à peine descendu de l'avion, je me suis aperçue que la plupart des gens dans la rue possédaient 2 ou 3 téléphones portables. Quelques jours plus tard, en allant visiter les chutes Victoria au Zimbabwe, que pour ceux qui connaissent, c'est un endroit absolument magnifique, les familles se prenaient en photo avec des iPads. À l'époque, donc juillet-août 2011, Apple avait vendu à peu près 400 000 iPads en France, donc ça restait relativement confidentiel. Enfin, j'ai pu assister à un TEDx à Harare sur le thème « La force des idées ». Et j'y ai rencontré des ingénieurs, des chercheurs qui travaillent sur les questions d'Internet des objets et qui m'ont véritablement époustouflée. Alors si je vous fais part de cette anecdote aujourd'hui, c'est non pas pour vous parler de mes vacances, mais vraiment parce que je pense qu'elle a provoqué une véritable révolution copernicienne dans ma manière de voir les choses. Et elle a suscité toute une série d'interrogations. Quel est le saut technologique? Est-ce qu'il y a un saut technologique en Afrique aujourd'hui? Comment les populations se l'approprient-elles? Quelles en sont les conséquences sur les sociétés civiles de la connaissance? Et enfin, quelles en sont les conséquences sur, je dirais, une cartographie mondiale des échanges? Alors, effectivement, l'électricité en Afrique, c'est un vaste sujet. 14% de la population africaine, enfin vivant sur le continent africain, ne consomme que 3% de l'électricité mondiale. Néanmoins, on constate que le parc de téléphonie mobile augmente considérablement chaque année puisqu'il connaît une croissance de 40% par an et qu'en 2013, 70% des téléphones seront connectés au web. Alors oui, c'est vrai que c'est assez connu, le téléphone portable en Afrique, etc., mais il y a également Internet. La fibre optique, qui est arrivée sur le continent africain dès 2010, relie aujourd'hui l'Afrique australe, l'Afrique de l'Ouest et francophone, l'Afrique du Sud, à l'Amérique du Nord, l'Europe, etc., avec un taux de connexion, un haut débit, disons, tout à fait correct, puisqu'il oscille entre 3,5 terabits et 5,5 terabits par seconde, en connectant 20 pays en même temps, alors qu'en Europe, on oscille entre 5 et 7 terabits par seconde. Alors, comment les populations locales s'approprient ces avancées technologiques? Le premier exemple dont je voudrais vous parler, c'est celui des monnaies numériques. En 2007, l'opérateur mobile Safaricom a lancé la première monnaie numérique du monde. Quand je vous parle de monnaie numérique, ce n'est pas le petit Monéo, ce n'est pas la carte à puce qu'on a connue dans les années 90. C'est vraiment un système de paiement électronique. Par exemple, dans le cas du M-Pesa, vous souhaitez régler quelqu'un, vous entrez son numéro de téléphone, vous entrez le montant et la personne reçoit automatiquement la transaction sur son compte en banque qui lui est confirmé grâce à un SMS crypté. Alors, ce qui est intéressant dans cet exemple des monnaies numériques, c'est que, outre l'antériorité de l'innovation sur ce qui est arrivé ensuite dans les pays du Nord, c'est-à-dire le Google Wallet en 2010, toutes les applications mobiles de nos banques, tout simplement. Mais c'est surtout que l'innovation a été pensée, conceptualisée sur place au Kenya, évidemment pour faire face à un système bancaire défaillant, et qu'elle a été développée ensuite à Cambridge, en Angleterre, par une société basée là-bas. Donc on voit bien ici que l'innovation, ce n'est pas l'apanage des cerveaux éduqués au Nord, mais bel et bien une appropriation d'une technologie pour répondre à un besoin local. C'est un peu la même logique sur ce dont on a beaucoup parlé récemment, c'est-à-dire le lancement des premières tablettes africaines. Véron Mankou, que vous voyez derrière moi, un jeune entrepreneur de 25 ans, se désolait de voir l'offre en device électronique dans son pays polarisée entre du très bas de gamme d'un côté et du très haut de gamme de l'autre, c'est-à-dire l'iPad, donc inaccessible. Il a donc décidé de lancer la première tablette numérique africaine,
toute l'ingénierie étant localisée sur place à Brazzaville. Il l'a conceptualisé, il a lancé des programmes de recherche et développement, etc. Bon, évidemment, l'assemblage et la production finale s'est faite en Chine. Ce qui est intéressant, encore une fois, donc, cette tablette, pour vous préciser, elle est vendue à un tarif acceptable pour, disons, une classe moyenne congolaise, environ 150 €. C'est un écran de 7 pouces, donc encore une fois, non pas le choix d'une tablette numérique format iPad, mais plutôt proche du smartphone, un peu comme le Galaxy Tab, pour ceux qui connaissent. Mais donc ce qui est intéressant ici, c'est de voir encore une fois qu'on n'est pas dans un cas de figure où un pays exporte des devices vers un autre pays moins riche, plus riche, etc. Mais bel et bien dans le cadre d'une commande d'un pays du Sud vers un pays émergent, avec parfois des transferts de technologies de pays du Nord, puisque dans le cas de Véronnement Coup, il a sollicité l'expertise d'une société danoise. Alors, quelles sont les conséquences de ces appropriations technologiques, de ces innovations en Afrique sur les sociétés? La première conséquence, c'est bien l'apparition d'une nouvelle génération d'entrepreneurs associés à des lieux, associés à des manières de travailler et aussi associés à des nouveaux contenus en langue locale, vernaculaire, un patrimoine. Les espaces de coworking qui se développent un petit peu partout en Afrique aujourd'hui, c'est le cas du Jocolab à Dakar, du Bantu Lab à Brazzaville, qui sont un peu les équivalents de notre cantine, j'imagine que plusieurs d'entre vous la connaissent. Donc ce sont des espaces dédiés aux entrepreneurs où on peut accéder au Wi-Fi gratuitement, organiser des réunions, faire un barcamp, tout ce que vous voulez. Mais la spécificité, c'est qu'en Afrique, ces espaces sont souvent doublés avec des studios de création numérique, avec ce qu'on appelle des Fab Labs et des Media Labs, qui sont des lieux où se croisent entrepreneurs, artistes, chercheurs, et donc qui vont forcément amener, je dirais, des formes de réflexion complètement différentes de ce que les industries culturelles traditionnelles impliquent. Et c'est le cas aussi dans la création des contenus. C'est-à-dire qu'on voit bien encore là que le saut technologique, il ne s'agit pas d'une transition technologique comme on la connaît nous ici dans les pays du Nord, avec les difficultés qu'on connaît pour le développement de l'édition numérique, pour le développement du cinéma, dans la musique, etc. La société Doxa, par exemple, basée au Cap, en Afrique du Sud, a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure qui n'était absolument pas de sa compétence, puisqu'il s'agit d'une société spécialisée dans la production audiovisuelle de documentaires. S'est aperçu que la plupart des documentaires qu'elle produisait étaient consacrés à un thème très sensible pour l'Afrique du Sud, l'apartheid. Et donc ils ont décidé, pour pouvoir permettre à leurs réalisateurs, à leurs producteurs de travailler sérieusement, de numériser eux-mêmes les archives de l'apartheid. Et ils s'apprêtent à lancer aujourd'hui la première plateforme d'accès aux archives de l'apartheid. Il y a une initiative à peu près similaire sur Tombouctou, avec les difficultés qu'on connaît aujourd'hui, qui est une initiative panafricaine en cours de réalisation. La deuxième conséquence qui me semble importante à mentionner, c'est l'essor de la lecture numérique, de la lecture électronique, et donc du livre numérique. Ça a des conséquences en termes de contenu, puisque, comme je vous le disais auparavant, les industries culturelles traditionnelles n'ayant pas pu se développer pour des raisons d'infrastructure, on voit que c'est beaucoup plus facile de passer directement au numérique. Donc ça donne lieu à de l'inventivité, à une forme d'inventivité, effectivement, dans la création d'e-books. Donc la société, par exemple, Mamba Media, encore une fois une société congolaise, s'est spécialisée, par exemple, dans le développement de bandes dessinées sur téléphone portable, à partir de n'importe quel type de contenu. Donc que vous ayez un contenu publicitaire, un contenu fiction, non-fiction, etc., ils vous le transforment en bande dessinée pour téléphone portable. Bon, encore une fois, c'est une anecdote, mais ce qui est vraiment important de réaliser, c'est qu'aujourd'hui, en Afrique, 80% des enfants de moins de 8 ans apprennent à lire sur un téléphone portable ou sur un écran connecté. Donc on voit bien encore une fois que cette notion d'innovation, elle est à double tranchant et qu'elle permet à la fois une lutte contre l'analphabétisme et en même temps, je dirais qu'elle crée des niches en termes industriels. Et je voudrais vous laisser réfléchir à ce que signifie 80% des enfants de 8 ans qui apprennent à lire sur un écran connecté. Quel type d'humanité ça provoque et ça crée, quelle génération ça va créer dans 10 ans, dans 20 ans.
Si je vous parle de tout ça, c'est parce que je pense que voilà, l'innovation technologique, ça n'a pas que des bons côtés, évidemment. À quoi ça sert d'avoir 3 téléphones portables si on n'a pas d'électricité pour le charger ou si on ne mange pas à sa faim? Ça, c'est sûr. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir comment les populations s'approprient et détournent des technologies traditionnelles pour subvenir à des besoins. Et pour reprendre la formule du blog AfriNovator, en Afrique, utility beats coolness. Excusez-moi pour mon accent. Mais en Afrique, réellement, la notion d'utilité est bien plus importante que celle du cool qu'on connaît disons dans les pays du Nord. En tout cas, cette notion d'invention, de réinvention quotidienne des pratiques, d'une technologie de détournement de technologie, me semble absolument indispensable pour penser le monde aujourd'hui et pour penser les cartographies inédites que provoque le numérique. Inspirons-nous donc tous ensemble de la créativité numérique des pays du Sud pour mieux comprendre ces évolutions actuelles. Merci.